Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Controverse, un numéro spécial. Moins d'une semaine après les déclarations du chanteur Idir sur l'autonomie de la Kabylie, nous avons voulu à Dzaïr relancer le débat autour de cette question, mais pas d'une manière qui pourrait prêter à confusion. Nous voulons juste ouvrir le débat et revenir sur un sujet que beaucoup considèrent aujourd'hui encore en Algérie comme tabou. Alors que certains évoquent ouvertement le concept d'autonomie, d'autres s'insurgent et préfèrent parler de fédéralisme ou même à l'échelle régionale de régionalisme. Alors, avec nous, pour parler de cette question, nos invités ce soir sont Mouloud Lounaoussi, vous êtes chercheur, membre fondateur du MCB, le mouvement culturel berbère. Avec nous également ce soir, Abdeslam Abdenour, vous êtes auteur, écrivain de langue tamazirt. Avec nous également sur le plateau ce soir, Abdelkrim Ghazali, vous êtes journaliste, ancien directeur de la rédaction de La Tribune. Petite rétrospective maintenant de cette semaine et surtout sur les propos qui ont été tenus par le chanteur Idir, la Kabylie entre autonomie, indépendance, régionalisme, fédéralisme. Les détails avec Malek Ben Hassin. Le débat n'a jamais réussi à s'imposer dans notre pays. Dans une Algérie jeune, indépendante et dans quelles conditions, seulement depuis un demi-siècle, il était presque inconvenant d'admettre un débat et encore moins de l'organiser sur des idées considérées incompatibles avec le principe de l'unité nationale. Cette unité, sacralisée au point de devenir un dogme, en dehors duquel nul ne pouvait trouver le salut, a pourtant été exposée au cours de ces 5 décennies à des épreuves auxquelles rien ne l'a préparée. Souvenons-nous de la dissidence de la Wilaya 3 historique sous la direction du colonel Mohamed El-Hajj, soutenu par Hussein Aït Ahmed et qui a trouvé sa solution dans le sillage de l'agression de l'armée royale marocaine en 1963. L'Union sacrée s'est à l'époque spontanément reconstituée. Les chefs de la dissidence ont retrouvé leur statut, mais les problèmes soulevés par eux sont restés sans réponse, ce qui ne signifie pas qu'ils ont cessé d'exister. Les diagnostics selon lesquels ces problèmes n'avaient pour seule cause des origines économiques et sociales se sont révélés bien insuffisants. Les programmes spéciaux de développement ont donné dans les années 60 les meilleurs résultats dans la wilaya de Tizi Ouzou. Et pourtant, c'est encore dans cette wilaya que l'on continue à enregistrer le plus des aspirations à la promotion des particularismes locaux. Des années plus tard, c'est un des colonels les plus prestigieux de l'ALN, Salah Boubnidr, ancien commandant de la Wilaya 2, nord-est constantinois, qui banalise l'idée d'autonomie et qui propose d'ouvrir le débat sur le fédéralisme en Algérie. Idée saugrenue, estimeront certains, mettant ces déclarations au compte des fantaisies, pour ne pas dire des hérésies de Saut al-Arab. Le futur sénateur sera quelque temps plus tard bien en deçà des revendications du mouvement culturel berbère, des animateurs du printemps berbère, des autonomistes et enfin des indépendantistes dirigés par Farhat Menni. Cette dernière idée ne parvient pas à progresser en dehors du cercle des intimes de son principal animateur. Les grands partis nationaux, FFS et RCD, qui ont pour ancrage principal la Kabylie et en particulier les wilayas de Tizi Ouzou et de Bjaya, ont accueilli cette idée avec la même hostilité que le reste de l'Algérie. Certains de leurs responsables n'hésitent pas à qualifier les initiatives de Farhat Menni de provocatrices. C'est dire si ce genre de projet est loin de recueillir l'assentiment des Algériens, quelle que soit la région à laquelle ils appartiennent. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils demeurent attachés au schéma institutionnel actuel. Mais au fait, quel Algérien ne rêve pas aujourd'hui de changement profond, l'essentiel étant la préservation de sa dignité dans le cadre d'un mieux-être capable de donner un contenu concret à cette irrésistible envie de vivre ensemble. Voilà, le débat est donc ouvert ce soir dans Controverse. Alors on va parler un petit peu de ces idées autonomistes. Est-ce qu'elles progressent aujourd'hui, ces idées autonomistes en Kabylie? Abdeslam Abdenour. Écoutez, d'abord, je n'ai pas attendu une circonstance, celle que vous venez de citer, pour... L'interview de Idir. Oui, je ne suis pas un homme de circonstance, je suis un homme permanent dans le combat. Et je voudrais vous renvoyer déjà à 1998,
j'ai fait paraître une esquisse de ce que pourrait être éventuellement l'État fédéral algérien. Juste après, effectivement, M. Boubenidel m'avait emboîté le pas en ayant repris l'idée de réhabiliter l'ancienne organisation de l'ALN. Je veux citer les wilayas qui ont très bien fonctionné, cet émiettement géographique très, très intelligent, très, très intéressant, ce qui d'ailleurs a prouvé que les résultats ont été... Est-ce qu'un émiettement peut être intéressant? Alors ce n'est pas un émiettement. Je voudrais d'abord signaler que, en tout cas pour moi, l'idée de l'autonomie, du fédéralisme, de la régionalisation, etc., pour moi, ce sont des synonymes politiques. Il reste à savoir qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on met dans chacun de ces concepts. Alors, donc je pense que l'Algérie est trop grande pour qu'elle puisse être dirigée seulement à partir d'Alger. C'est impossible. Nous avons des exemples... Là, vous parlez d'une décentralisation. Écoutez, moi je dis que ce sont des synonymes politiques. Donc moi je préfère rester dans ce terme générique qui englobe l'autonomie, le fédéralisme. Mais le terme le plus moderne, le plus utilisé dans le monde, c'est le fédéralisme. Moi je suis pour justement faire... revenir sur cette idée du fédéralisme. Je suis heureux de constater que nous sommes maintenant de plus en plus nombreux à parler de cette haute manière de vivre ensemble. Mais Farhat Mehali ne parle pas de fédéralisme, pour ne citer que lui. Il parle d'une autonomie. Est-ce que pour vous, l'autonomie doit-elle se limiter à la Kabylie ou est-ce qu'elle doit être aussi régionale et nationale? Écoutez, la Kabylie elle a toujours été dans son histoire un tracteur, je veux dire, des nouveautés. En Kabylie, on n'a pas peur de concepts. On les avance, on les traite, on les présente, on les argumente. C'est une tradition de la région. Si la Kabylie venait à être le moteur qui pourrait... montrer cette voie, cette piste d'une nouvelle gestion du pays, pourquoi pas? Il est clair que l'Oranie a sa culture, a son entité, Annaba a son entité, sa culture, Alger a son entité. La Kabylie est une entité géographique, linguistique, culturelle. Elle a une conception différente de la religion, etc. Donc je pense que Farhat Mehali, vous le citez, il a le droit de s'exprimer comme il veut. Je pourrais ne pas partager l'ensemble de ces positions, mais je pense qu'il faudrait maintenant, plutôt que casser le tabou, ne plus avoir peur d'avancer des concepts pour réorganiser le pays autrement. Abdelkrim Ghazali, est-ce que vous pensez que les idées autonomistes aujourd'hui progressent en Algérie, particulièrement en Kabylie? Tout d'abord, une petite mise au point. Je crois qu'Edir n'a jamais dit « je suis pour l'autonomie, je soutiens Farhat Mehali ». Il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Edir intervient dans un débat qui commence, à mon sens, à pénétrer la société, tant mieux. C'est juste, il pose la problématique de l'épistémologie même de l'idée de l'autonomie. Pourquoi on en est arrivé là? Ça suppose que dans l'arrière-idée d'Edir, que cette attitude provocatrice, entre guillemets, de Farhat est une attitude un peu extrémiste. Pour vous, c'est une attitude provocatrice, celle de Farhat Mehali? Non, Farhat a toujours été provocateur, c'est pas nouveau. Il a toujours été provocateur. Ceci étant dit... Extrémiste, vous avez utilisé le mot extrémiste. Non. J'ai dit que pour y dire qu'aller vers l'autonomie pourrait suggérer que c'est une idée un peu extrême. Un peu extrême. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes latents qui, au moins, existaient depuis 1949, qui ont été posés clairement depuis 1949 dans le débat, que je ne considère pas comme une crise berbériste, mais comme une crise démocratique du mouvement national algérien, parce que c'est le fond du problème. La question identitaire, linguistique, est une tâche démocratique parmi tant d'autres. Est-ce que les idées autonomistes ont progressé, Abdelkrim Ghazali? Je termine mon idée. Allez-y brièvement. Je veux dire que les questions latentes, les problèmes latents qui n'ont jamais été réglés, chaque fois le pouvoir le reporte parce qu'on a, depuis 1962, un État jacobin, un État hyper centralisé, un État qui veut tout contrôler, aussi bien les questions économiques, sociales que les questions culturelles et identitaires. Ils ont décidé que nous sommes des Arabes ou musulmans. C'est ainsi et ça ne change pas.
le refus, le rejet de revendications identitaires et linguistiques qui se sont posées publiquement depuis au moins 1980 ont abouti à cette attitude qui est la question de l'autonomie. La question de l'autonomie, oui, moi je crois que les Algériens sont en train de discuter en sourdine ou publiquement de la révision de la nature de l'État algérien. L'État se pose en ces termes. La régionalisation, le fédéralisme, l'autonomie sont autant de propositions qui nécessitent sérieusement d'être discutées. Ceci étant dit, la question du fédéralisme, pour moi, en ce qui me concerne, le fédéralisme a une histoire. Je crois que ces fondements historiques n'existent pas en Algérie. Ceci étant dit, la régionalisation, même si pour l'intervenant, c'est une question, c'est un synonyme de autonomie et de régionalisme, pour moi, je préfère la régionalisation, c'est-à-dire une décentralisation. Donc pour vous, vous optez pour une régionalisation à l'échelle nationale et non pour la région seule de la Kabylie, comme le veut le MAC. La question de la gestion du pays se pose à travers le pays, à travers la nation et non à travers une région. Les spécificités régionales existent, c'est une réalité. Mouloud Lounaoussi, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un échec des partis politiques qui traditionnellement sont bien ancrés en Kabylie? Est-ce que ces partis politiques ont échoué à faire avancer cette cause là-bas sur place? Non, je n'irai pas jusque-là. Je ne crois pas qu'il faille faire le procès des partis politiques. Je ne suis pas là pour ça. Par contre, la question que vous soulevez est très importante parce qu'en fait, et je rejoins mon ami Rosalie, quand il parle de la nature de l'État, vous touchez du doigt la question de la nature de l'État. Et en Algérie, jusque-là, nous sommes la fidèle photocopie du système français. Comme la photocopie ne vaut jamais l'original, nous sommes la France Empire. Je crois qu'il faut revenir sur un certain nombre de concepts. Et là, je reviens à mon ami Abdelnour. Du point de vue conceptuel, quelle république voulons-nous? Il n'y en a pas une. Est-ce que nous voulons une république dirigiste, comme nous la vivons? Est-ce que nous voulons une république libérale, social-libérale? Est-ce que nous voulons une nation qui se replie sur elle-même, ou plutôt une nation ouverte vers d'autres nations avec lesquelles on pourrait faire des choses ensemble? Et je parle de l'Afrique du Nord, qui est un existant historique. Est-ce que nous voulons un État unitaire ou fédéral? Et je rejoins mon ami Zali en disant qu'à mon avis, l'État fédéral n'a pas beaucoup de sens chez nous, parce que l'État libéral naît de scission. Fédéral naît de scission, la guerre de sécession aux États-Unis, ou naît au contraire d'une composition, la Belgique, la Suisse. Nous ne sommes pas dans ces conditions historiques. Où allons-nous vers un État unitaire, en sachant que l'État unitaire lui-même se subdivise en trois? Je n'invente rien, c'est le droit constitutionnel. Pour revenir, si vous le permettez, à l'autonomie de la Kabylie. J'en arrive. Allez-y. J'en arrive très rapidement. Allez-y. Pour revenir à la typologie des États, dans l'État unitaire, vous avez l'État centralisé. C'est l'Algérie, c'est le meilleur exemple. Le Golfe dirige le reste de l'Algérie, c'est une pieuvre. La tête et le tube digestif sont au Golfe. Les tentacules sont une tentacule par région. On sait que les fonctions des tentacules dans une pieuvre, c'est de nourrir la tête. Est-ce que vous voulez parler de la présidence de la République, c'est ça? Oui, l'État central. Très bien. L'État central. Quand on parle de décentralisation, l'État unitaire décentralisé, c'est ce que Jacques Attali appelle le leurre. En fait, et c'est vrai, c'est le même marteau qui tape, mais on a raccourci le manche. En fait, c'est quoi un État unitaire décentralisé? C'est la décision du centre, sauf que le wali doit obéir. S'il passe outre les décisions du centre, il se fait limoger, sa décision abrogée. Donc c'est du pareil au même. Il reste enfin la troisième sous-division de l'État unitaire, c'est l'État unitaire régionalisé. Et je termine si vous voulez, l'État unitaire régionalisé,
c'est rien d'autre que les autonomies régionales. Alors, en parlant d'autonomie, est-ce que cette autonomie nationale ou régionale peut commencer par une région comme la Kabylie? Vous avez fondé le MCB, Oui. Mouloud Oui. Lounaoussi, le mouvement culturel berbère. Est-ce que vous êtes aujourd'hui pour ou contre l'autonomie de la Kabylie? C'est une question un peu simple, mais est-ce que vous êtes pour ou contre? Non, c'est une question abrupte. On ne peut pas répondre d'une manière aussi abrupte. Je dis qu'aujourd'hui, l'État le plus moderne dans le monde, c'est l'État régionalisé ou fédéral. Les conditions historiques font que nous ne pouvons pas, à mon sens, être État fédéral, mais nous pouvons être, pour rejoindre la modernité dans la gestion de la nation, être État unitaire régionalisé. Et pas d'exception kabyle? Il n'y a pas d'exception kabyle. Si vous voulez bien, je continue juste une seconde. Brièvement. Je suis personnellement pour un État supranational plutôt que pour un État infranational. Et je suis un militant de l'Afrique du Nord, donc un État supranational, mais une Afrique du Nord des régions composées d'États infranationaux. Abdeslam Abdenour, quand on parle d'autonomie, de régionalisme et de fédéralisme, y a-t-il, oui ou non, aujourd'hui, une exception kabyle? Je voudrais d'abord répondre à notre ami. Il m'est difficile de vous laisser dire que Farhat Mahani a toujours été un provocateur. Farhat Mahani a été un militant de la cause berbère, de la première heure. Et il a été un artiste qui a intellectualisé la chanson kabyle en l'ouvrant sur des discours politiques très bien poétisés. Maintenant, aujourd'hui... Mais si on a bien compris, vous vouliez dire, Abri Mazali, que selon l'interprétation de Idir, que c'était Farhat Mahani qui pouvait avoir des idées provocatrices. Non. Vous pensez vraiment aujourd'hui que Mahani a des idées provocatrices? Non, ça m'étonnerait. Non, je crois que même si Abdenour n'a pas compris ce que je veux dire. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Pas provocateur dans le sens négatif. Vous avez dit qu'il a été un provocateur depuis tout le temps. Monsieur Zali dit que ce n'est pas dans le sens négatif. Allez-y. Ce n'est pas dans le sens péjoratif. Un fils de Shahid, ne l'oubliez pas. Je le connais très bien. Et qui a fait un très bon travail. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec ses idées aujourd'hui, ça c'est autre chose. Non, la question n'est pas là. Je l'ai défendu dans un article. J'ai dit que Farhat Mahani a le droit de poser toute question qu'il considère importante dans son combat. Je ne nie pas le combat de Farhat Mahani. Je ne m'oppose pas à lui. Il a lancé une idée de débat. Elle est perçue comme telle. Elle est perçue comme une idée provocatrice. Farhat Mahani en tant que personne. Maintenant, je parle de la personne. Je ne parle pas de ses idées. Oui, c'est un provocateur. Il l'a toujours été. Même quand il était marxiste, il était provocateur. On était dans le même courant de gauche. Il adorait la provocation, il adorait la polémique. Et ce n'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de diminuer de la valeur de Farhat. Que vous ayez évolué sur l'idée que vous avez de Farhat, tant mieux. Je voudrais d'abord rappeler les conditions dans lesquelles le concept d'autonomie a été avancé. Nous sommes en 2001. La Kabylie a vécu un martyre. Il y a aujourd'hui un passif humain très lourd. Il y a 126 morts, il y a 6000 blessés. Parmi les 6000 blessés, il y a 2500 blessés qui sont handicapés à vie. Invalides. Et face à cette attitude qui ne pouvait que ressembler à un acte de génocide, on ne pouvait pas ne pas répondre. Face à cette brutalité, face à cette situation inédite, violente, nous avons répondu par des actions politiques. Et c'est la raison pour laquelle, bien avant la création du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, nous avions d'abord créé le MKL, le mouvement de la Kabylie libre. Que voulez-vous dire par le mouvement de la Kabylie libre? Par une Kabylie libre, Abdeslam Abdenour? Eh bien, il fallait absolument que le pouvoir arrête de semer la mort en Kabylie. Et donc, à cette action violente, nous avons réfléchi sur le nom à donner à ce mouvement, et nous avons appris par la suite que les différents tracts que nous avions publiés ont donné à réfléchir au pouvoir. Je vous rappelle qu'en plein Conseil des ministres, monsieur l'ancien responsable du FLN, Belkhadem, rapporté dans le journal Le Matin par un ministre comme lui, Boukrouh, en plein Conseil des ministres, avait proposé à ce qu'on bombarde la Kabylie. Vous imaginez qu'un homme politique de cette envergure... Qui a proposé de bombarder la Kabylie? Belkhadem.
Oui, je dispose encore des coupures de journaux et j'ai même tenté d'engager une procédure de dépôt de plainte au niveau de la Cour pénale internationale de l'époque. Est-ce que M. Belkacem s'est prononcé sur cette question? Est-ce qu'il a confirmé avoir proposé cela? Est-ce que M. Belkacem a confirmé ce que vous venez de dire? Il n'a pas démenti en tous les cas. Ça a été rendu public dans la presse et il ne l'a pas démenti. Donc, l'historique est là. Face à cette situation, je dirais presque génocidaire, nous étions donc dans l'obligation de prendre nos responsabilités. Il y a eu une faillite politique en Kabylie, et à partir de là, la société civile a répondu. Est-ce que vous dites, est-ce que le pouvoir vous a écouté? Le pouvoir avait eu plutôt peur de continuer dans sa lancée, parce qu'il ne s'attendait pas à une réplique politique de cette contenance. Alors donc, par la suite, on a pu se regrouper. Il y avait Farhat, Hamimet Bachir, Boumeddine, Malek Amrani. Nous avons cette réunion elle a été filmée. Nous nous sommes rencontrés. On a tous décidé de mettre nos semblants d'organisation de côté. Du côté de Farhat, il fallait qu'il se désiste du MCB Rassemblement National, si national il était réellement. Nous, on se désistait du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, plutôt le mouvement de la Kabylie libre, MKL, pour ensuite une sorte d'union, mais on n'avait pas donné de nom à cette rencontre. Cette union n'existe plus aujourd'hui? Si elle existe, nous avons fait le tour de la Kabylie, on a essayé d'émanciper le concept d'autonomie à travers des études, à travers un argumentaire qui allait carrément dans la proposition de projet de société, et c'est à Makouda, lors d'une conférence, qu'un émeutier a pris la parole pour dire et là, bon, maintenant, vous qui êtes du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, etc. Mais je dis à Farhat, voilà le nom qu'on doit donner à notre mouvement, puisqu'il vient de la population directement. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Donc pour vous, quand on parle d'autonomie à Abdeslam Abdenour, il y a une exception kabyle? Il y a un particularisme kabyle. Tout comme il y a un particularisme oranais, tout comme il y a un particularisme annabi. Vous savez, dans le subconscient du peuple. Mais en Oranie et à l'Est, on ne revendique pas l'autonomie à Abdeslam Abdenour. Écoutez, il faut arriver à ce que des régions particulières d'Algérie puissent prendre conscience de leur particularisme et l'assumer. N'oubliez pas que dans le génie populaire, comment nous indiquons la région d'Oran? On dit Oran. Annaba, on dit Annaba. Constantine, on dit Constantine. Mais comment le peuple algérien épelle la Kabylie, montre la Kabylie? Ils disent Bled Qbaïl. Vous imaginez qu'il y a déjà... Qu'est-ce que ça signifie, ça, il faut réfléchir. Parce que la Kabylie est autonome d'une manière tout à fait naturelle. C'est dans le subconscient. Est-ce qu'aujourd'hui, vous soutenez encore les idées de Farhat Mehni? Est-ce que vous soutenez les idées de Farhat Mehni? Je soutiens l'idée de l'autonomie de la Kabylie. Je ne pourrait pas être d'accord avec le fractionnement du pays, dans le sens où de créer un État, etc. La population de Kabyle est massivement présente dans toutes les wilayas d'Algérie. Est-ce que cette autonomie, pour vous, peut aller vers le fractionnement du pays? Non, on ne peut pas aller vers le fractionnement du pays. Moi, je suis contre le fractionnement du pays. Mais je dis qu'il y a une autre manière de vivre ensemble, avec la cerise sur le gâteau, avec moins de conflits. C'est ça qui est important. Est-ce que l'autonomie peut, comme dit Abdeslam Abdenour, mener à moins de conflits aujourd'hui? Est-ce que c'est une option envisageable? Si le mot autonomie est placé au pluriel, je dis oui. Vous êtes pour l'autonomie au pluriel? Au pluriel. Vous êtes pour l'autonomie? Au pluriel, bien sûr. Mais surtout au singulier. Mais il faut une loi cadre au sein de la Constitution. Qu'est-ce que vous pensez? À ce moment, il n'y a pas de malentendu à ce niveau. Je voudrais juste rebondir sur la question Farhat. Je pense que la subversion fait avancer l'histoire. C'est comme ça que les choses avancent. Vous allez plus loin que Abdelkrim Ghazali. La subversion fait avancer l'histoire et je ne jetterai pas la pierre à Farhat, même si je ne partage pas toutes ses idées. Que les choses soient claires. Et je crois que Ghazali n'a pas jeté la pierre à Farhat non plus. Pas du tout, non. Même si mon ami Abdenour l'a un peu taclé. Je crois que c'est très amical ce qu'il a fait. Sinon, pour le reste... je dis que l'idée n'est pas une idée spécifiquement kabyle. Moi, je sais que j'ai des amis oranais qui, on ne parle pas d'autonomie en Oranie quand même, monsieur. 95-96, à Paris,
un groupe d'Oranais, et pas les plus méconnus, voulaient aller vers un État fédéral en Algérie. Avec une particularité oranaise? Avec un fédéralisme algérien, en subdivisant géographiquement le pays, où la région oranaise avait du sens, était physiquement tracée sur la carte. Bon, l'idée n'a pas bien avancé, et les choses, tout est mort dans l'œuf. Je reviens maintenant aux histoires d'autonomie. Moi, je trouve qu'effectivement, l'État unitaire régionalisé, ce sont des autonomies régionales. Pourquoi ces autonomies régionales? D'abord, c'est une démocratie de proximité. C'est une gestion de proximité. Vous avez, et là j'avance un peu plus, vous avez un exécutif national qui garde ses fonctions régaliennes. C'est les affaires étrangères, c'est la défense nationale, c'est le trésor public. Et vous avez un transfert des compétences vers toutes les régions qui restent à définir et qui seraient des régions naturelles, pas des régions administratives comme le système français. Et une région naturelle, elle est délimitée par un certain nombre de frontières qui peuvent être linguistiques, culturelles, géographiques, économiques. Voilà ce qu'on appelle les autonomies régionales. J'ai encore un peu de temps. On passe à Abdelkarim Mrzali d'abord pour parler d'autonomie. On connaît un peu votre position. On a écouté l'avis de monsieur Abdeslam Abdelnour. Est-ce que vous êtes pour une autonomie généralisée, comme le dit monsieur Naoussi, en Oranie, à Annaba, etc. Ou est-ce que vous pensez que cette idée peut commencer d'abord en Kabylie pour être étendue aux autres régions du pays? Non, si le mot régionalisme... Il y a aussi l'exemple marocain. On pourra en parler. Si le terme, le concept régionalisation est un euphémisme, je suis d'accord avec Abdelnour, du mot, du concept autonomie, oui, je suis pour toute l'autonomie de toutes les régions d'Algérie. D'ailleurs, pourquoi on parle de région d'Algérie? S'il n'y a pas de région, pourquoi on parle de région? Donc les régions, elles existent, elles sont historiques, elles sont là. Une. Deux, je suis contre et je suis pour qu'on abatte l'État jacobin. Je pèse mes mots. Je suis pour qu'on abatte l'État jacobin. De quelle manière on peut l'abattre? Par la régionalisation, par l'autonomie de toutes les régions d'Algérie, par plus de démocratie de proximité. C'est un État fédéral. Il est inconcevable qu'un wali parachuté, et je pèse encore mes mots, Nommé. parachuté, gère une région qu'il ne connaît pas. Pourquoi on ne parachute pas un maire alors, dans ce cas? Pourquoi on ne parachute pas le conseil de wilaya, la PW? Pourquoi? Est-ce que la PW a un pouvoir? Est-ce que le pouvoir du wali est supérieur au pouvoir de la PW? Ce sont là les véritables questions. Je suis pour un conseil régional élu. Je suis pour un gouverneur, à la tête gouverneur, on l'appelle comme on veut, ça importe peu. C'est-à-dire un leader de la région élu par le peuple ou lead la région, mais est-ce qu'il le fils de la région qui gère la région avec un programme de développement économique, social, culturel, infrastructurel, en fonction des besoins et des spécificités économiques de la région, afin que, comme il l'a dit, la démocratie de proximité permette au génie régional d'apparaître, d'exploser et de s'exprimer. Est-ce que cette régionalisation, Abdelkarim Mrzali, peut mener au fractionnement, au démembrement de l'État ou de la République? Absolument pas, absolument pas. Est-ce que l'Algérie est prête? Est-ce que l'Algérie est prête pour cela? Écoute, l'Algérie a été fractionnée, mais une fois, en 62, il y a une menace de fractionnement à travers la guerre des wilayas. Ne parlons pas des années de la décennie 90 qui a connu une menace réelle sur l'effondrement de l'État-nation que l'Algérie avait. Écoutez, l'unité nationale, elle n'est pas dans la puissance de l'armée. Elle n'est pas dans un État centralisé. Elle est dans la liberté de choix des citoyens. L'unité ne peut être qu'un choix libre des citoyens. On n'impose pas l'unité. On peut l'imposer pendant une décennie, 2, 3, 4, mais il arrivera un jour, ça explosera. Donc, ce qui risque de fractionner le pays, c'est ce centralisme étouffant, castrant. Est-ce que les autorités ont une oreille attentive pour tous ceux qui appellent à cette régionalisation, Abdelkarim Mrzali? Aujourd'hui? Oui. Non, j'en doute, c'est un tabou. C'est encore un tabou au sein du pouvoir aujourd'hui? Oui, c'est encore un tabou. La preuve, on est dans un débat sur la révision de la Constitution. Personne n'ira
à cette décentralisation. Je parle de décentralisation. Je ne parle pas de quelle décentralisation il s'agit. Uniquement de la décentralisation. Ça veut dire déléguer des pouvoirs, au moins à des wilayas. On n'y pense même pas. Écoutez, des problèmes se sont exprimés dans le sud de l'Algérie. L'État a eu peur, le pouvoir a eu peur. D'autant plus que la question du Mali, du fractionnement du Mali, était d'actualité. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la contagion? Du jour au lendemain, le Premier ministre, tous les ministres se rendent au sud. Pourquoi? Est-ce que le Wali ne connaissait pas les problèmes du sud, enfin de toutes les wilayas du sud, qui sont les mêmes que les problèmes des hauts plateaux et du nord, hein, qui sont les mêmes, sauf qu'à la différence qu'au sud, en général, on a des gens dociles qui sont là. Les richesses du pays viennent du sud, et le sud est la région la plus sous-développée et défavorisée de l'Algérie. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que le Wali n'a aucun pouvoir, quand bien même ce Wali est compétent. Il n'a aucun pouvoir pour décider. Il a fallu que ce soit une décision centrale. C'est pas normal. C'est pas normal. Merci, Abdelkrim Roussali. On passe à présent à la deuxième partie de Controverse. Avant de reprendre le débat dans Controverse, on va écouter le chanteur Idir, qui était l'invité du Forum Liberté le 2 décembre dernier. C'est que l'autonomie, l'indépendance, en soi, ce sont des concepts, mais qui découlent de quoi? C'est une réaction à quelque chose, mais quelque chose qui a été provoqué par qui? Ou par quoi? Est-ce que notre destin, ce n'est pas d'être heureux tous ensemble dans ce pays, de façon à ce que chacun ait le droit de citer dans ses droits, dans ses devoirs? Et pourquoi faut-il occulter l'un par rapport à l'autre? Voilà. N'étant pas un état de droit, donc nous sommes une société quelque part encore un peu qui tire les enseignements du tribalisme. Alors, si tu fais maintenant une autonomie morcelée, rendre les régions autonomes, est-ce qu'on ne va pas tomber dans ce travers de la tribalisation de la société? C'était le chanteur Idir qui fait un parallèle avec autonomie et tribalisme. Idir, qui est un chanteur, on a l'impression que personne n'ose critiquer Idir. Certains parlent d'une autorité morale et politique. Est-ce que vous considérez que Idir est une autorité morale et politique qui peut parler au nom de la Kabylie à Abdeslam Abdenour? Je voudrais d'abord apporter une précision à propos de ce qui était appelé la guerre des wilayats. Oui, allez-y. Il y a beaucoup de mises au point ce soir. Oui, allez-y. c'est très important parce que, en fait, ce n'était pas pour fractionner le pays. Il y a eu un hold-up en 1962. Le GPRA a été complètement balayé. C'est la raison pour laquelle donc, il y avait un acte antidémocratique. Des hommes politiques avaient perçu que ça allait vers un régime stalinien, et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu rétablir la démocratie. On peut parler d'un coup d'État. On peut parler d'un coup d'État contre le GPRA. Absolument, absolument. Et d'où d'ailleurs la création du FFS. C'était pour dénoncer cette. Tu permets, oui, bien sûr. En parlant de fractionnement en 62, à travers la guerre des wilayas, je suis parti à l'extrême. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on dit non, il n'y a pas eu quand même de fractionnement. Mais ça aurait pu être le fractionnement. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que c'était un risque. Quand des armées s'affrontent, il y a un risque. Avec le terrorisme, ce qui s'est passé en Algérie, c'est quand même une dislocation de la nation. C'est ça le... C'est incomparable. Voilà. C'est incomparable, s'il vous plaît. Non. Ce que je veux dire, c'est que dès que les armes s'expriment, il y a un risque d'éclatement. C'est ça, le risque de fractionnement. Il y avait un risque de fractionnement en 62. Je ne suis pas en train de dire que la wilaya 3, qui s'est ralliée à la wilaya 2, voulait fractionner le pays. Non, leur objectif n'était pas ça. Mais le risque de fractionnement était là. Imaginez que personne n'a cédé. Il était important de préciser seulement. C'est oui, voilà ce que je voulais dire. Je ne voulais pas non plus dire que l'objectif était de fractionner. Voilà. Alors Idir parle d'un risque de tribalisation à Abdeslam Abdenour. Tout dépend de ce qu'il met comme... De la manière tout dépend de... Non, mais je voulais dire que tout dépend de ce qu'il met comme sens au terme tribu. Alors si tribu, s'il met le sens que dans le Larousse ou le Petit Robert au terme tribu, ça peut y aller. Or moi je ne lui donne pas le sens
que donne le petit Robert ou le Larousse au concept de la tribu. La tribu, pour moi, c'est un monde harmonisé, un monde stabilisé, un monde en accord avec lui-même. Et cette hégémonie à vouloir tout le temps imposer des définitions à des concepts ou à des modes de vie doit cesser. Nous devons apporter aussi notre part de définition à notre organisation sociale. Et pour sujet d'exemple, la tribu kabyle est une tribu harmonieusement organisée. Elle est déjà autonome, naturellement, la Kabylie. De quelle manière est-elle autonome ? Sur les 2834 villages qui existent, je regroupe Bouira, Gaïeuf et Tizi Ouzou, parce qu'encore on a brouté sur le terrain de la kabylophonie, du côté de Boumerdès, de Sétif, de Bojbouaralish, de Djigel. La vie s'organise convenablement. L'État n'a aucun droit de regard, ni aucun pouvoir dans la gestion des villages de Kabylie. Et les autorités locales acceptent ce que ça fait ? La Kabylie s'est développée, économiquement, elle s'est développée toute seule. Je vous cite seulement le cadre bâti. Sur l'ensemble du cadre bâti que vous pouvez constater en Kabylie, 95% est le produit de l'individu et non de l'État. Alors, en fait, finalement, c'est la région qui contribue le plus et le mieux au budget de l'État, puisqu'elle fait faire des économies extrêmement importantes en la matière. Maintenant, ce qu'il y a lieu de remettre en cause également, c'est le code communal et le code de wilaya. Vous imaginez des dossiers d'investissement sont encore dans les tiroirs parce qu'il faut avoir l'accord des structures centrales qui sont à Alger. Pour un prêt bancaire vraiment minime, il faut absolument obtenir un accord de la direction générale d'une banque qu'on sollicite. C'est tout ça qu'il faut revoir. Le maire n'a pas le droit, la possibilité de délibérer. Il y a des délibérations qui se font, c'est vrai, mais elles doivent passer d'abord par le filtre de la daïra, ensuite le filtre de la wilaya. C'est tout cela qu'il faut casser. Est-ce que la Kabylie s'est rétablie aujourd'hui ? Est-ce qu'elle s'est remise des événements de 2001 ? Écoutez, le traumatisme demeure encore. Les mémoires restent encore vives. Mais la Kabylie s'est avancée. Avec l'ensemble du pays. Est-ce qu'elle avance seule ou est-ce qu'elle veut avancer ? Pour le moment, elle avance seule. Malheureusement, elle avance seule. De quelle manière avancer seule ? Elle avance seule parce qu'il y a des restrictions budgétaires. Il y a énormément de... Est-ce que vous pensez qu'il y a des restrictions budgétaires qui ne touchent que la Kabylie ? Oui, absolument. Absolument. De quelle manière ? Écoutez, vous n'avez qu'à voir l'image industrielle de la Kabylie, qui est des plus désolantes. Parce que, justement, pour punir la Kabylie qui a engagé les événements de 1980, on lui a retiré, à l'époque, la plupart des projets sectoriels qui avaient été déjà engagés. Et Maud aussi, est-ce que la Kabylie est punie aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est mise sur le banc ? À mon avis, oui. En matière d'investissement, en matière de... Oui, objectivement, oui. Je crois qu'elle est laissée dans l'abandon total, y compris dans les faits divers. Malgré la dernière visite à Tizi Ouzou du Premier ministre ? Malgré cela, c'est tous les jours que les choses se constatent. Vous allez vous plaindre. Aujourd'hui, dans un commissariat, il n'est pas inhabituel qu'on vous dise « allez vous plaindre chez les droits de l'homme ». Ça, c'est quelque chose que vit la population tous les jours. Aujourd'hui encore, il y a dans un certain nombre de tribunaux, face à une vieille dame qui ne sait pas s'exprimer autrement que dans le kabyle, qu'on lui dise « Tkelmi b'lugha al-wataniya » ou « Laskouti ». Ça, c'est la quotidienneté. Ce sont des cas isolés ou est-ce que ce sont des cas assez répandus ? Ce sont... Quotidiens. Voilà. Il y a du zèle. De la part de gens parachutés. Pardon ? Oui, de la part de gens parachutés. Non, en parlant de justice, parce que c'est le cas le plus, parce que l'unité nationale, quand on parle d'unité nationale, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'unité nationale. Alors, ça commence par la justice, tout d'abord. Avant la reconnaissance de Tamazight comme langue nationale ou comme langue officielle. Vous êtes pour que Tamazight devienne langue officielle ?
C'est une revendication. Moi, j'ai Légitime. milité. Est-ce que vous êtes pour? Moi, j'ai milité pour ça en 80. Oui ou non? Est-ce que vous êtes pour ou non? Alors, non, je suis un militant du MCP. Ben, dites-le. Est-ce que Donc, vous êtes pour l'officialisation de la mais bien langue sûr que je berbère? suis Dites-le comme cela. Qu'est-ce que ça pourrait C'est très changer, bien. selon vous, Abdelkrim Monsali, que Tamazight devienne langue officielle? Ah, il faut du temps. Il faut du temps pour que ça change quelque chose, parce que Tamazight, en tant que langue nationale, je ne l'ai jamais revendiqué, parce que le Tamazight est une langue nationale de fait. De fait, ma mère... Langue ancestrale. Ma mère parle chaoui, mon père parle chaoui, ma famille parle chaoui. Nous sommes des Amazirs. De fait, le Tamazight est pratiqué. Donc c'est une langue nationale. C'est comme l'arabe algérien, qui est une langue nationale de fait. Maintenant reste l'acte politique. L'acte politique, c'est son officialisation. Maintenant, après l'officialisation de Tamazight, qui interviendra tôt ou tard, ça c'est évident, pour la mise en œuvre de la nature officielle ou du statut officiel de Tamazight, il faut du temps parce que ça nécessite beaucoup d'interventions. Il faudra du temps pour que Tamazight devienne langue officielle, selon Non, vous? j'ai pas dit ça. Non. D'abord, mise en œuvre. Oui. Encore une fois, moi, j'aime bien revenir au concept. Allez-y. Le statut de langue nationale, nous l'avons depuis depuis que c'est constitutionnellement admis. Si on était dans un vernaculaire. Pour qu'une langue soit nationale véritablement, il faut que ça soit reconnu par les institutions du pays. Il n'y a pas de langue nationale de fait. Je suis désolé de te contredire. Non, mais c'est politique ce que je dis. C'est très politique, je suis d'accord. C'est politique ce que je dis. Ensuite, le statut de langue officielle. Oui, je suis favorable et je suis un militant, un grand défenseur de l'officialité de la langue tamazight. Mieux encore, même lorsque cette langue, parce que ça viendra, lorsque cette langue sera officielle, il faudrait appliquer un coefficient de réparation historique. C'est-à-dire, comme je dis souvent, chaque fois qu'on donnera 2 sous à la langue arabe, il faut en donner 20 à la langue tamazight pour qu'elle puisse récupérer le retard. Je donne un petit exemple. Nous étions élèves de Mouloud Mamri en 68 à la fac des lettres, fac centrale. Vous savez, on partageait la salle avec ce qu'on appelait communément les arabisants. Quand ils arrivaient avant nous, ils occupaient la salle, on attendait. Quand on arrivait avant eux, on prenait la salle, ils attendaient. C'est-à-dire qu'en 68, au niveau universitaire, nous étions sensiblement au même niveau. Regardez les résultats. On a officialisé la langue arabe depuis 62, on l'a décidé. On a mis les moyens financiers, humains, matériels. On n'a rien fait pour Tamazight. Regardez les résultats. On est en train de tourner en rond. Ils occupent les plus grandes chaires de l'université algérienne. C'est pour ça que je parle de coefficient de réparation historique. J'ai suivi longuement ce qui est arrivé au Maroc. Je me déplace souvent au Maroc, j'interviens souvent dans C'est un contexte assez différent, le Maroc, ou est-ce que... Ils sont bien en avance. Ils sont bien plus en avance sur la question. Sur la question. Ils ont pris du retard sur nous. Nous avons été le fer de lance de la revendication amazigh. Ils nous dépassent de très loin aujourd'hui. L'IRCAM est une véritable institution. Contrairement au HCA qui occupe un F3 ou un F4 dans un 4e étage d'un immeuble à Alger. Ils ont des chercheurs payés par l'État. Le HCA n'a rien d'autre que quelques fonctionnaires salariés, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Et puis j'ajoute une chose, et même lorsqu'une langue est langue officielle, s'il n'y a pas de mise en œuvre, ça reste très symbolique. Alors justement... On va conclure avec vous. Alors justement... Oui, je ne vous pose pas la question sur la langue officielle. Non, Mouloud a très bien répondu là-dessus. Sauf que je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'au Maroc, ça marche très bien par rapport à l'Algérie. Je tiens à te rappeler, mon ami Mouloud aussi, qu'à l'heure où je te parle, il y a 64 militants de la cause amazigh qui sont détenus dans les geôles marocaines. Combien en Algérie? On n'en a aucun. On n'en a aucun, aucun. d'une part. D'autre part, l'enseignement de la langue berbère au Maroc n'est pas officiel. Il est assuré par des associations culturelles et à mi-temps, bénévolement, le soir, les week-ends, etc. Maintenant, il est vrai que la constitution marocaine a inscrit la langue berbère comme étant une langue officielle. Mais ils viennent de le dire, à quoi sert de faire une déclaration pareille s'il n'y a pas de prolongement sur le terrain? Quant à l'IRCAM, c'est une institution effectivement scientifique au départ, mais qui est déjà prisonnière dans son outil de transcription directement. Déjà à ce niveau-là,
à l'IRCAM, on a exclu la transcription du berbère en caractère universel, on a exclu la transcription du berbère en caractère arabe, et on a gardé l'option du tifinagh, qui est un vieil alphabet qui ne peut plus répondre aux besoins modernes, actuels, de la langue berbère, c'est-à-dire pour son évolution, son développement, sa consolidation, etc. Donc, je pense que ce n'est que de la poudre aux yeux qui a été engagée là-dessus. Quant à la nationalité de la langue berbère, moi je voudrais paraphraser Mouloud Mamri qui a dit « L'algérianité de la langue berbère va sans dire, mais au vu de ce qu'il entoure comme préjugé, il vaut mieux aller en le disant ». Alors oui, il faut le dire, ça a été déjà dit. Un premier niveau qui a été la reconnaissance de la langue berbère comme langue nationale. Il est tout porte à croire, en tous les cas, à lire les déclarations des hommes politiques actuels, y compris du sérail de la présidence, tout porte à croire que la prochaine révision constitutionnelle de la Constitution, le statut de la langue berbère lui sera accordé. Merci, Abdeslam Abdenour. On aura terminé avec cette belle phrase de Mouloud Mamri. Merci à vous d'avoir été nos invités. Merci à vous, Mouloud Lounaoussi. Vous êtes chercheur, auteur, vous êtes membre fondateur du mouvement culturel berbère. Merci à vous, Abdeslam Abdenour. Vous êtes également auteur d'Expression Amazigh. Merci également à vous, Abdelkrim Rzali. Vous êtes ancien directeur de la Tribune. Vous êtes journaliste. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce débat et pour ce numéro spécial de Controverse. On se retrouve très bientôt.